Très bien, les amis, bon lundi à tous. Eh bien, mesdames et messieurs, je dois dire que ce n'est pas dans mes habitudes, mais j'ai gardé un énorme secret pour vous tous. Et j'avoue que j'étais littéralement sur le point d'exploser, parce que c'est sans aucun doute la chose la plus folle qui me soit jamais arrivée dans toute ma vie, du moins dans ma vie politique, sans exception. Donc, au cas où votre lundi serait un peu calme, bienvenue de nouveau sur Candace. Je dois juste dire que c'est remarquable que tant de personnes dans le chat pensent que mon secret, c'est que je suis de nouveau enceinte. Comme si c'était quelque chose que je pourrais annoncer comme une surprise incroyable. En réalité, ce serait la chose la moins surprenante qui soit. Mais ce n'est pas le cas. C'est en fait bien plus fou que ça. Et comme je l'ai dit, j'ai gardé ça pour moi pendant très longtemps parce qu'il s'est passé quelque chose en février dernier. Et j'ai été temporairement tenue au secret. Et je ressens qu'aujourd'hui est le bon jour pour informer le public, car cela pourrait avoir de graves répercussions à l'échelle mondiale. Alors voilà ce qui s'est passé, d'accord? Nous étions le lundi 24 février et en début de soirée, je venais tout juste de terminer l'émission. Il était un peu plus de 17h30 pour être précis. J'ai reçu un message très étrange d'un de mes amis. Je ne vais pas identifier cet ami, mais le message disait précisément « Salut ». J'ai quelque chose à te dire de la part de la Maison-Blanche. Ils m'ont demandé de t'appeler. Je ne fais que transmettre le message ici. Encore une fois, c'est étrange. Je ne fais que transmettre le message ici, comme s'ils voulaient se détacher de ce qui allait être dit. Donc je me dis que ça doit être quelque chose de bizarre. Et je dis, ouais, peu importe. Appelle-moi. Et donc, il m'appelle presque immédiatement, d'ailleurs. Et il me dit, quelqu'un de très haut placé à la Maison-Blanche m'a demandé de te demander si, en guise de faveur, tu pouvais arrêter de parler de Brigitte Macron. Genre quoi? Pardon? Je ne plaisante pas en disant que parmi la myriade de possibilités qui me traversèrent l'esprit sur le sujet de cet appel, celle-là n'en faisait pas partie. Donc je dois un peu me réorienter et je demande, de quoi parlais-tu? Pour être clair, ironiquement, en tant que podcast, nous venions tout juste de terminer notre série sur Brigitte Macron 4 jours plus tôt, le 20 février. C'est à ce moment-là que nous avons publié le dernier épisode qui était l'épilogue. Donc je me dis, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je reçois cet appel maintenant? Et évidemment, je demande un peu plus d'informations. Je dis, qui? Qui t'a appelé précisément? Et mon ami me répond, c'est quelqu'un qui a l'oreille du président. C'est quelqu'un d'important. Donc je me dis, OK, c'est la conseillère Susie Wiles. Je ne sais pas. Et je dis à mon ami, retourne voir cette personne et dis-lui simplement que j'ai dit non, c'est la liberté d'expression. C'est évidemment une histoire importante pour moi. Les implications ici sont assez graves par rapport à ce que j'ai découvert. Donc, pas d'accord. Accroche. Je vais dans le bureau de mon mari et je lui raconte ce qui vient de se passer. Et honnêtement, je ris un peu de l'absurdité de la situation parce que je n'avais pas réfléchi à ce qui aurait pu arriver. Et puis je fais ce que je fais toujours, au cas où. J'appelle Noah, j'appelle l'avocat. Et je lui dis, « Hey, je sais que Macron nous envoie des courriers juridiques. Je voulais juste ajouter ça à la liste des choses qui me demandent, à quelqu'un à la Maison-Blanche, d'arrêter de parler de Brigitte Macron. » Cool. On en rit un peu, on le gère de différentes manières. Dois-je m'attendre à ce qu'on me livre autre chose à ma porte? Une autre menace, une menace implicite de la part des Macron. Quelqu'un qui demande un service. Qui sait? Peu importe. Bref, on dîne. Et je me sentais un peu mal à propos de mon attitude de femme enceinte au téléphone, tu vois, parce que j'étais à 8 semaines de l'accouchement. Et j'ai été un peu plus sèche au téléphone que je ne l'aurais été s'il n'y avait pas, par exemple, un pied de bébé en pleine croissance, coincé sous mon poumon. Et cette personne a toujours été très gentille avec moi par le passé. Et donc, je me dis que avant d'aller me coucher, je vais le rappeler et avoir une conversation beaucoup plus calme. Ce n'est pas que j'ai été impolie, mais juste genre, « Hé, de quoi il s'agit vraiment? » Et donc, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et non seulement ça, mais avant de rappeler cette personne, en vérifiant en ligne, j'ai réalisé qu'Emmanuel Macron est à Washington, D.C., le 24 février. Il est à Washington, D.C. Et il avait quitté la Maison-Blanche seulement quelques heures avant que je reçoive l'appel. Bref, je suis stupéfait.
Beaucoup de pensées me traversent l'esprit. De quoi cela pourrait-il bien s'agir? Et quand je rappelle cette personne, elle me dit quelque chose d'encore plus étrange. Elle me dit, écoute, je suis encore le messager ici. Ce qu'on m'a dit de la part de quelqu'un d'assez haut placé à la Maison-Blanche, c'est qu'Emmanuel Macron bloque les négociations pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. À moins que vous arrêtiez de parler de sa femme. Je me dis juste, quoi? Qu'est-ce que vous racontez? De quoi parle-t-on, au juste? Que voulez-vous dire par négociation entre la Russie et l'Ukraine? Je suis juste en train d'enquêter sur une histoire chez moi. J'ai une toute petite équipe ici. Et vous êtes en train de me dire que, d'une manière ou d'une autre, les négociations sont bloquées et qu'il faut que ce soit communiqué à moi. Il faut arrêter de parler de Brigitte. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et puis je me demande dans ma tête, parce que je raccroche ce téléphone, je suis vraiment sous le choc. Est-ce que Emmanuel Macron a fait semblant de venir à Washington, D.C., sous prétexte de négociations sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puis a-t-il chargé quelqu'un de son entourage d'avoir une discussion officieuse, une petite réunion à part, peut-être quelqu'un, encore une fois, comme une Susie Wiles, où il aurait exprimé ses véritables exigences? Genre, c'est juste pour les photos. Trump et moi, on en parle, nous allons y arriver. Et puis, ce qui se passe vraiment en coulisses, c'est que nous ne faisons rien jusqu'à ce que, dans ce petit podcast, Candace accepte de se taire. Quoi? C'est fou. C'est complètement dingue. D'accord. Alors, j'ai mis fin à la conversation. Je vais y réfléchir avant d'y réfléchir. Il y a beaucoup d'informations à assimiler. Je me souviens, je me suis couchée, je me suis tournée vers mon mari et j'ai dit « Personne ne nous croira jamais ». C'est quelque chose qui m'est tombé dessus très soudainement. J'ai dit « Personne ne croira jamais que cela vient d'arriver ». Et mon mari a dit « Oui, non, c'est vraiment très, très étrange ». Et j'ai promis à la personne que j'allais prier à ce sujet, que j'allais réfléchir davantage à la situation, à ce que cela implique. Et puis je l'ai rappelé le lendemain et je lui ai dit « Écoute, c'est quand même assez bizarre. Tu dois admettre que c'est quand même assez bizarre. Et tu ne me donnes vraiment aucun détail. Et j'aimerais bien savoir à qui exactement tu as parlé parce que je pense que c'est important. Est-ce que quelqu'un essaye de faire un arrangement parallèle pendant que Trump fait un autre accord? À ce moment-là, il est honnête et il dit non. Le président Trump était aussi au téléphone. Et là, je dis « Oh, tu te moques de moi? Tu ne m'as pas dit hier qu'il y avait une sorte de conférence téléphonique et que le président Trump était en ligne. Tu n'as pas mentionné. Alors j'ai demandé « Est-ce que tu m'as menti hier? » Est-ce que tu essayais de faire croire que c'était une tierce personne? Et il dit « Non, 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 je ne t'ai pas menti. Je ne t'ai pas menti. J'ai reçu un appel. » Et évidemment, en arrière-plan, Trump m'a communiqué quelque chose. Donc il était là quand l'appel a eu lieu et je me disais « Mais qu'est-ce qui se passe? » Sérieusement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc j'ai le téléphone avec lui et je lui dis simplement « J'ai juste besoin de temps pour assimiler ce que tu dis. C'est tellement absurde. » Comment cela a-t-il pu devenir un problème impliquant le président des États-Unis? Je fais une série sur mon podcast. Et puis, je passe un peu en mode maman parce qu'on est mardi. Ma fille a cours de danse classique. Je suis au cours de danse avec ma fille et je reçois un message de cette personne qui me dit « Tu dois répondre au téléphone. Quelqu'un de la Maison-Blanche t'appelle. » Et je dis « D'accord, c'est arrivé tellement vite. » Je décroche le téléphone et effectivement, c'est bien quelqu'un de la Maison-Blanche qui m'appelle. Ce n'est pas Donald Trump, mais c'est quelqu'un de la Maison-Blanche qui m'appelle. C'est quelqu'un d'assez haut placé, très proche de Trump. Je ne vais pas donner son nom. Et cette personne, je suppose, n'a même jamais regardé une seule minute de mon contenu parce que, franchement, s'il existait un guide sur la façon de ne surtout pas approcher Candace Owens quand on veut obtenir quelque chose, il suivait ce guide à la lettre. Et il n'aurait pas pu être plus pompeux et plus arrogant au téléphone. Et j'aimerais préciser que j'étais vraiment très enceinte à ce moment-là. Donc, vous voyez, ma tolérance pour les bêtises ou pour toute personne essayant vous voyez, était très faible. Et il dit essentiellement, écoute, tu devrais le faire parce que c'est le président et qu'il te le demande. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Fais-le, c'est tout. Arrête juste de parler de Brigitte Macron.
C'est stupéfiant de repenser à ce niveau d'arrogance parce qu'il t'a dit de le faire. C'est un ordre, donc tu devrais le faire. Et tout ce à quoi je pensais dans ma tête, avant de m'emporter un peu, c'était cette expression. La proximité du pouvoir peut amener certains à se faire des illusions en pensant qu'ils le détiennent. Tu es proche du pouvoir. Tu crois que tu es maintenant Trump. Tu m'appelles. Même si tu étais Trump, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait me parler. Et tu m'appelles comme ça. C'est un ordre du président des États-Unis. Alors tu obéis, tout simplement, sans poser de questions. Ne pense même pas à la liberté d'expression. Qui se soucie de ce fichu premier amendement? Tu dois juste le faire, maintenant. Et moi, je dis simplement, écoute, ma fille pleure parce qu'elle n'aime pas quand je sors du cours de danse, même si elle peut me voir. Elle me dit, s'il te plaît, maman, reviens. Tu me parles de façon inappropriée. Et je dis simplement, je m'en fiche complètement, je ne sais pas à qui tu crois t'adresser. Ce n'est pas comme ça que tu vas obtenir quoi que ce soit de moi. Et je raccroche tout simplement. Je me dis, cette conversation n'est vraiment pas bonne. Je ne veux plus faire partie de tout ça. Au revoir. Je n'aime pas ça du tout. Et la tierce personne qui lui avait initialement parlé de la situation essaie de calmer les choses et il rappelle derrière. Il dit, non, tu sais, je ne comprends pas pourquoi on t'a parlé comme ça. Et tu sais, c'est quand même vraiment important. Et tu sais, c'est vraiment important pour le président et il essaie un peu de me rassurer alors que je suis au bord de la crise à cause de la grossesse. Et je suis encore assez calme pour savoir que Candace enceinte n'est pas toujours la Candace la plus rationnelle et qu'elle a un peu tendance à s'emporter. Et je décide, alors que je parle de cette situation avec mon mari, que je devrais aussi contacter et peut-être appeler quelqu'un qui a potentiellement déjà été dans une situation comme celle-ci. Je ne sais pas. Quelqu'un qui a une audience plus large que moi, et en quelque sorte demander un service, parce que je ne lui envoie normalement pas de message, mais j'ai quand même contacté Tucker Carlson, et je lui ai simplement exposé la situation en lui disant « Écoute, c'est vraiment bizarre. Non, je ne te contacte pas habituellement pour demander des conseils, mais là, j'aurais vraiment besoin de ton avis parce que tu sais à quel point la liberté d'expression compte pour moi et à quel point cette histoire en particulier est importante pour moi parce qu'elle implique, tu sais, potentiellement, enfin pas seulement potentiellement, mais de la pédophilie, de l'inceste, tous ces éléments. Et en tant que mère, l'idée que des personnes aussi puissantes puissent être protégées dans cette histoire, c'est important. En fait, au final, seule la vérité compte. Mais aussi, si je pouvais mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie simplement en arrêtant cette conversation, je le ferais. Et il revient avec des conseils très avisés à la Tucker Carlson. Et il me dit, écoute, tu sais, tu ne veux pas avoir le sang de chrétien sur ta conscience, mais la liberté d'expression compte aussi. Et tu devrais essentiellement dire que tu continueras jusqu'à... Comme tu dis que ces négociations ont lieu maintenant et que tu acceptes de le faire. Mais à un moment donné, évidemment, il faut informer les gens de ce qui s'est passé parce que c'est complètement fou. Et je dis que c'est en fait une très bonne idée. Je trouve que c'est une position très intègre à adopter. Bref, je dors là-dessus. La colère retombe, je me réveille le lendemain matin. Nous sommes le 26 février, je suis assise sur la chaise de maquillage et je reçois un autre message du genre « Hé, garde ton téléphone allumé ». Et je me dis, je n'ai vraiment plus envie de parler à ce conseiller. Vraiment pas. Nos personnalités ne s'accordent pas du tout. Et de toute façon, cet appel téléphonique vient de Floride. Je décroche et là, surprise. Vous savez, voilà ce qui s'est passé. Je négocie ça avec l'Ukraine et la Russie. Vous n'imaginez pas combien de pièces composent ce composant. Il s'agit du président Donald J. À toutes. Il m'appelle. Et, fidèle à son style, le président Trump se lance immédiatement dans le récit. Le message est passé « Hey, comment ça va ?» Il se lance tout simplement dans le récit du déroulement exact des faits. J'en suis littéralement essoufflée. J'ai du mal à reprendre mon souffle pour comprendre. Il y a 4 jours, je terminais une série sur Brigitte Macron et maintenant je parle au président des États-Unis et le sujet de la conversation, peu importe comment on le prend, c'est le pénis de la femme de Macron. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de le dire, non? Et donc il se lance directement dans le récit. Il dit, tu sais, je suis en train de négocier. Tu n'imagines pas combien de morceaux cette personne veut de cette personne. Si cette personne veut ceci, et tu n'as aucune idée de tout ce que ça implique quand tu essaies de conclure un de ces accords, tu vois? Bref, j'ai Macron. J'aime bien Macron.
Nous parlons à la Maison-Blanche et je le raccompagne à sa voiture. Et tu sais, il me dit, Monsieur le Président, puis-je vous parler une seconde? Je lui dis, bien sûr, tu peux me parler de tout ce qui se passe. Et il me dit qu'ils sont entourés de services secrets. Il y a des SUV, ils sont encerclés. Et Macron veut avoir un petit aparté. Et Macron lui dit alors, Monsieur le Président, connaissez-vous Candace Owens? Et je dis, oui, bien sûr que je sais, Candace, ce qui se passe. Et là, le président me dit, vous devez être une personne très influente, Candace. Nous parlons du président de la France qui me prend à part pour parler de ton podcast. Et puis, il poursuit son récit et il me dit qu'Emmanuel Macron lui demande en face que j'arrête de parler de sa femme. Et l'une des choses que Trump a dites, c'est, il me dit, elle est vieille et ça l'affecte vraiment. Et j'écoute. Et il est, dans l'un de ses monologues à la Trump. Il est très drôle. Et puis, il a dit, je l'ai vue, parce que je l'ai vue de près et elle ressemble à une femme pour moi. J'ai dîné avec elle au sommet de la Tour Eiffel. Et je dis à ce moment-là, ouais, mais j'ai trouvé son chirurgien esthétique qui est spécialisé dans le transgenrisme. Et je lui dis je commence juste comme si on parlait entre amis. Je lui dis juste, ouais, non, c'est une trans. Et je lui explique qu'elle a eu ce médecin incroyable qui est spécialisé dans les chirurgies de transgenrisme ou les procédures de féminisation. Je parle de ça avec le président des États-Unis, les gars. C'est dingue. C'est fou. Mais je lui rends l'appareil. J'essaie juste de lui faire comprendre la vérité. Et puis je lui ai expliqué pourquoi je ne me sens pas très à l'aise avec cette demande, parce que c'est la partie la plus importante. Tu me demandes vraiment, et malgré tes arguments qui sont très solides, d'arrêter de dire la vérité. Et j'ai dit à Trump, et je vais être honnête, qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'un jour, ça finirait dans mon autobiographie. Alors, il fallait que je dise quelque chose de drôle. Je lui ai dit, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, ce n'est pas de ma faute s'il a épousé quelqu'un avec un pénis. Il me dit alors, on est vraiment proche de conclure cette affaire. Il me répète, Macron a vraiment été bon avec moi. Il a été facile de travailler avec lui, avec nous. C'est quelqu'un de bien. Il veut juste que je règle cette chose-là. Et il ajoute des trucs à la art of the deal. Il commence à me complimenter. Il a dit, Mélania t'adore. Elle dit que tu es tellement belle. Elle pense que tu es belle. J'ai dit merci, Monsieur le Président. Vous savez, les compliments ouvrent toutes les portes dans la vie. C'est ma mentalité ici. Et puis je lui dis ce à quoi j'avais déjà consenti dans ma tête. Je dis, écoutez, je suis prêt à faire ça pour le moment. Évidemment, je ne veux pas avoir sur la conscience que moins de chrétiens auraient pu mourir à l'Est si je m'étais simplement tue à propos de quelque chose. Mais je lui précise bien que ce sera à court terme et que je m'attends vraiment à pouvoir en parler dans quelques mois. Et c'est à ce moment de la conversation que cela devient vraiment intéressant, car il dit oui. Et puis, et là je vous ajoute ce que j'ai ressenti, il était sur le point de s'engager à cela. Mais ensuite, j'ai eu l'impression que quelqu'un en arrière-plan disait « Non, il faut que cette conversation s'arrête complètement ». Et il ne dit ni non ni oui, mais il dit simplement qu'il doit vraiment travailler avec Macron sur le long terme et qu'ils ont une longue relation professionnelle. Et j'ai été très claire sur le fait que ce n'est pas du long terme pour moi. Si tu es proche de conclure cet accord, signe-le, allons-y. À la fin, il dit « Peut-être que je pourrais venir un jour dans ton podcast. Je suis excellent pour l'audience. C'est tellement trumpien de se complimenter. » Alors je lui rends la pareille façon Trump. Et je lui dis respectueusement, Monsieur le Président, il paraît que je suis aussi bon pour l'audience, puisque vous avez un chef d'État, le président du pays, qui vous demande de me demander de rendre un service. Alors laissez-moi mettre fin à la conversation. Et je suis complètement sonnée. Je n'arrive pas à croire que cela soit vraiment arrivé. Je vais alors immédiatement raconter à mon mari et j'écris les détails de la conversation pour ne pas oublier ce que nous nous étions dit. Et, bien sûr, la première chose que je veux dire principalement, c'est qu'Emmanuel Macron doit démissionner. D'accord, parce que si c'est vrai, et je vais le dire, cela ne vient pas de Trump. Il n'a pas dit spécifiquement qu'il bloquait les négociations pour cela. Mais il a bien dit qu'ils avaient parlé toute la journée de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Et il essaie juste de faire avancer les choses. Et c'est à ce moment-là que Macron l'a pris à part. Donc, j'ai plutôt tendance à faire confiance à l'information qui venait de cette tierce personne, à savoir que ce qu'on lui disait, c'était qu'il bloquait la situation. C'est ça. Comme si Macron bloquait tout cela en posant comme condition de savoir s'il allait accepter ou non. Que ce genre d'accord international dépende du fait que Candace Owens arrête de parler de sa femme. Pourtant, tu dois démissionner, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de plus grand exemple du manque de moralité qu'un dirigeant puisse avoir que son mari ou sa femme le mettant dans un avion et l'envoyant à l'étranger pour faire en sorte que Candace Owens arrête de parler de leur relation. C'est vraiment le moment où nous devrions tous prendre une grande inspiration, prendre du recul et reconnaître qu'il est prêt à laisser couler le sang. Il est prêt à laisser des gens mourir. D'accord. Et le blocage ici va être de savoir si Candace Owens arrête de parler du pénis de sa femme. C'est ridicule. Tu n'es pas qualifié pour occuper ce poste. Je le pensais déjà avant tout ça. Rien qu'en regardant ton parcours, je sais que tu es un imposteur. Tu sais que tu es un imposteur. Ta femme sait très bien que tu es un imposteur, mais là, on atteint un niveau où tu dois simplement être destitué. C'est absurde. C'est du genre, lançons la procédure de destitution. Et dans ma tête, je me disais à Trump, en fait, si tu voulais vraiment négocier, tu aurais pu lui dire, et si je faisais un direct pour raconter à tous ces journalistes ce que tu viens de dire si tu ne signes pas ce document? C'est comme ça que j'aurais joué le coup. Mais tu sais, j'étais enceinte de 7 mois. J'aurais été intransigeante. Je n'ai pas besoin d'avoir des amis quand il s'agit de mettre fin à l'effusion de sang. Mais la deuxième chose que je veux dire ici, c'est qu'avec le temps, j'ai compris que cela va bien au-delà de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est ça. Ce n'est pas pour ça que son monsieur Macron l'a mis dans un avion pour aller parler à Trump en personne de ce sujet, n'est-ce pas? Ils ont fait ça parce qu'ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés parce qu'évidemment, tout ce que j'ai révélé est vrai. La fiction ne vous pousserait pas à faire ça, d'accord? Vous diriez, c'est tellement absurde. C'est complètement fou. Je veux dire, qui va croire ça? La fiction ne vous fait pas prendre l'avion. 9 heures jusqu'aux États-Unis pour demander au président s'il a un moment pour s'écarter du champ des caméras et parler de votre femme. C'est ça. Voilà, maintenant c'est un fait confirmé. Mettez-le sur Wikipédia que Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux. On peut tout simplement le faire. C'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai touché qui les terrifie autant? Quel a été le succès de cette série? Examiner un réseau et comprendre à quel point ce qui se passe à Paris est profondément sinistre, quoi que ce soit. Examiner non seulement les événements actuels, mais aussi les événements historiques. Je veux dire, nous avons affiché une carte et montré à quelle fréquence ils étaient impliqués dans ces scandales pédophiles. Des affaires absurdes. Mettre le livre d'André Gide et l'admettre. Un pédéraste, un homme qui disait ouvertement « Oui, j'aime les jeunes garçons » et vous choisissez ce livre pour figurer sur votre portrait officiel en tant que président de la France. Emmanuel Macron a fait cela. Je pense qu'il y a plus. Je pense qu'il y a plus dont ils ont peur. Je pense qu'il s'agissait d'une personne très puissante, potentiellement quelqu'un de plus puissant que Brigitte, qui a dit à Macron qu'il n'est qu'une totale imposture, une marionnette. De monter dans cet avion et de faire cette demande après qu'ils se sont rendus compte qu'envoyer des lettres d'avocat n'était pas la meilleure idée. Alors, qu'ai-je potentiellement découvert d'autre sur la France? Comment cela se rapporte-t-il aux États-Unis? Je vais vous le dire dans un instant. Je passe la parole à nos sponsors. Parlons de Preborn, car le 24 juin marque 3 ans depuis l'annulation de Roe v. Wade. Wade a été annulé. Et la dure réalité, c'est que l'avortement n'a pas disparu. La situation s'est aggravée. Les avortements sont au plus haut depuis 10 ans, car le combat a quitté le tribunal pour un lieu plus dangereux, nos foyers. Aujourd'hui, plus de 60% des avortements se font par une pilule prise seule, dans la peur, sans soutien. Ce qui se passe ensuite est horrifiant. Des femmes accouchent de leur bébé formé dans les toilettes ou sur le sol de leur salle de bain. À ce moment, elles réalisent que ces bébés ne sont pas simplement des tissus. Ce sont des êtres humains. Et maintenant, ces êtres humains ne sont plus là. Et nous devrions tous être honnêtes. Peu importe où vous vous situez sur l'échiquier politique, ce n'est pas des soins de santé. C'est un traumatisme.
11% des femmes qui prennent la pilule abortive font face à de graves complications et beaucoup garderont des cicatrices émotionnelles à vie. C'est pourquoi je soutiens Preborn. Ils interviennent là où notre société échoue, en donnant aux femmes la vérité, un véritable soutien financier concret et une chance de choisir la vie. Preborn a déjà sauvé plus de 350 000 bébés, mais ils ne peuvent pas y arriver sans nous, et le besoin n'a jamais été aussi grand. Pour seulement 28 $, vous pouvez doubler les chances qu'une mère choisisse la vie pour son bébé et pour elle-même. Donc, si vous souhaitez faire un don maintenant, vous pouvez vous rendre sur preborn.com/Candace. Encore une fois, c'est preborn.com/Candice. Ensuite, il y a Brickhouse Nutrition. Je vous en parle parce que leur vente du 4 juillet est en cours et pour une durée limitée, vous pouvez économiser 25% sur tout avec le code FIREWORKS25. Cela inclut mon produit préféré, le Field of Greens. Tous les fruits et légumes ont été sélectionnés par des médecins pour un bénéfice santé spécifique. Field of Greens est idéal pour la santé du cœur, des poumons, des reins, du métabolisme et un poids sain. Une boisson par jour suffit. Vous aurez meilleure mine et vous vous sentirez plus en forme. Field of Greens promet que votre médecin remarquera votre meilleure santé ou vous serez remboursé. Tout ce que propose Brickhouse Nutrition est incroyable. Les auditeurs louent leurs peptides de collagène et les experts en beauté affirment que le collagène est la fontaine de jouvence pour la peau et les cheveux. C'est le moment de faire le plein de leurs compléments alimentaires. Rendez-vous simplement sur brickhousenutrition.com et utilisez le code FIREWORKS25 pour bénéficier de 25% de réduction. Cette promotion ne dure que quelques jours et je sais que leurs produits se vendent très vite. Alors rendez-vous sur brickhousenutrition.com et vous pouvez utiliser le code FIREWORKS25. Encore une fois, c'est brickhousenutrition.com. Très bien, les amis. C'est ici que je vais tout rassembler pour vous. Parce qu'on sait tous, voici la réalité. Le plus grand tour que le diable ait jamais joué, c'est de faire croire au monde qu'il n'existait pas. D'accord? Et j'ai ce truc, appelez ça mon défaut toxique. Quand les médias me sortent de mon contexte et racontent ensuite des mensonges incroyables sur moi et mes opinions, je ne me décourage jamais. Je deviens simplement curieuse. C'est ça, mon défaut toxique. C'est comme, tu peux essayer de m'offenser, mais je deviens juste curieuse, surtout quand ils en font vraiment trop, tu vois. Genre, l'Holocauste ce soir, peu importe. Si tu deviens complètement fou, comme femme noire qui se déteste elle-même, je me dis, qu'est-ce que tu caches? Tu caches forcément quelque chose parce que tu es beaucoup trop réactif face à ce qui est probablement, et les auditeurs de l'émission le savent maintenant, juste un simple fait que j'ai exposé. Et je vais t'en donner un exemple. Et je vais t'expliquer en quoi cela concerne la France et l'Amérique. Donc, en fait, à l'époque où j'étais au Daily Wire, j'ai fait un épisode parce que j'étais vraiment fascinée par Sigmund Freud, tu vois. En réalisant que ce type était un vrai pervers. Je veux dire, un vrai pervers. Et j'ai donné des exemples de personnes de son entourage qui étaient aussi des pervers, des gens qui avaient abusé de leurs propres enfants. Beaucoup, bien trop de ses amis avaient abusé de leurs enfants. Et la réaction des médias a été de me traiter de folle et de déséquilibrée et de défendre Sigmund Freud comme s'il n'était pas l'homme qui écrivait toutes ces théories affirmant que les enfants sont sexuels et qu'ils sont simplement attirés par leurs parents. Je veux dire, c'est vraiment bizarre. Je ne suis pas déséquilibrée. C'est lui qui l'était. Mais le fait qu'il m'ait traité ainsi m'a rendue encore plus curieuse. Je me disais, pourquoi êtes-vous autant déterminé à défendre ce type mort et à m'attaquer? Donc, je vais vraiment apprendre qui était Sigmund Freud. D'accord? Alors, je commande un livre, et c'est un livre qui a été écrit par, vous m'avez déjà entendu en parler, David Bakken. Il s'appelle Sigmund Freud et la tradition mystique juive. Et en gros, ce type avance dans ce livre et il parvient ensuite à vérifier ce qui n'était au départ qu'une théorie dans l'édition mise à jour. Il peut confirmer que sa théorie était correcte, que Sigmund Freud a en réalité créé le mouvement psychanalytique pour diffuser sa religion, qu'en fait il pratiquait la Kabbale. Et si vous regardez les débuts du mouvement psychanalytique, comme il l'analyse très bien, vous reconnaîtrez qu'ils sont en train de rendre la Kabbale grand public. D'accord, donc je me pose des questions sur Superman pour toi. Et je suis tombée sur ce livre et je n'apprends pas seulement des choses sur Sigmund Freud. J'apprends un pan de l'histoire dont je n'avais jamais entendu parler de toute ma vie. Et cela concerne ce type, Jacob Frank, d'accord? C'est cet homme qui a provoqué un schisme. On parle toujours des schismes chrétiens et
vous savez, en fait, chaque religion a cela, évidemment, les sunnites, les chiites, mais on n'a jamais vraiment entendu parler, ou du moins moi, je n'avais jamais entendu parler de ce grand schisme qui a eu lieu parmi des personnes qui étaient juives, qu'il y a eu ce grand schisme. Et il est question de ce type qui pensait être le Messie, d'accord, et qui s'est lancé dans des choses vraiment perverses. Et je vais simplement vous lire ceci, et je vous promets que c'est très important. Je pense que c'est vraiment de cela qu'il s'agit, d'accord? Dans ce chapitre qui s'intitule «L'épisode le plus franc», je vais vous lire quelques passages. On nous dit que cet homme, Jacob Frank, est né en 1726 à Korolovka, aux confins de la Podolie et de la Malachie. On nous dit que son père était un sabbatéen qui avait été expulsé de la communauté juive. Donc, encore une fois, on revient à cette fracture qui s'est produite et essentiellement à des personnes qui pensaient que l'ancienne loi de la Torah avait été accomplie et que de nouveaux messies allaient venir, et l'un de ces messies était ce Jacob Frank. Il est ensuite dit que les récits qui nous sont parvenus indiquent qu'il était ce que nous appellerions aujourd'hui une personnalité psychopathique. Au revoir. Une personne sans aucune formation solide du surmoi. Dans sa nouvelle doctrine sabbatéenne, il affirmait l'idée de la Sainte Trinité. Il se distinguait lui-même en tant que Dieu incarné, et il s'attribuait le rôle de Messie. Il est dit, je cite, « L'idée d'un Dieu mâle-femelle est devenue l'occasion de pratiques religieuses sexuelles. » La loi, déclara-t-il, était morte. Le joug de l'ancienne Torah avait été brisé. Je vais relire cela. L'idée d'un Dieu mâle-femelle est devenue l'occasion de pratiques religieuses sexuelles. D'accord? Et donc, il organisait ses fêtes sexuelles, c'est la seule façon de le décrire, où il faisait des choses incroyablement répugnantes. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Il commence alors à citer cet historien israélien qui a fait beaucoup de recherches. J'ai lu ses livres. Il s'appelle... C'est Gershom Scholem, et il explique que cette religion croyait que le mystique ne recule même pas devant l'idée qu'au sens supérieur, il existe une racine du mal, même en Dieu. La doctrine du mal était soutenue par la thèse selon laquelle les étincelles saintes avaient été dispersées et qu'il était nécessaire que les hommes se livrent au péché afin de les rassembler à nouveau. L'idée du péché sacré est devenue prédominante. Par le péché, le salut viendrait. Du grand péché émergerait un monde dans lequel il n'y aurait plus de péché. Cela commence à me rappeler fortement les principes de la Bible de Schofield et toute l'idée de l'enlèvement. Mais quoi qu'il en soit, il continue. Frank avait déclaré, je cite, « Je suis venu pour débarrasser le monde de toutes les lois et de tous les statuts qui ont existé jusqu'à présent. » Une autre personne expliquant cette ligne de pensée écrit la conception du Messie comme celui qui doit entrer complètement dans la clipa, le pouvoir démoniaque des écorces, afin de libérer la sainteté qui y est retenue et, ce faisant, accomplir le but de l'exil d'Israël et racheter Israël et le monde en un seul acte. Mais même cela ne suffit pas. Le péché sacré devient un modèle. Les hommes doivent se jeter dans le péché afin d'en arracher les étincelles saintes, et bientôt, il n'y a plus de péché du tout. Et puis, il continue en parlant de la sexualité, des choses sexuelles, qui reposent sur ce genre de fête sexuelle. Il écrit « La sexualité, en tant que lieu d'expression de la liberté personnelle, a bien sûr des racines profondes. » Dans le Zohar, la métaphore sexuelle est utilisée très librement. La tradition orthodoxe a strictement limité l'expression sexuelle, peut-être comme certains auteurs l'ont suggéré. On nous dit que le mouvement est devenu une menace politique violente pour la théocratie orthodoxe. Et des mesures et contre-mesures ont été prises des deux côtés. Les franquistes ont été excommuniés et ils ont répliqué par une attaque contre le Talmud, soutenant qu'il était faux et nuisible. Les franquistes allèrent même jusqu'à accuser le Talmud de rendre obligatoire l'utilisation du sang chrétien et ils témoignèrent que les Juifs se livraient à des meurtres rituels. Le point culminant de la carrière de Frank eut lieu lorsque lui et tous ses partisans se convertirent au catholicisme, avec beaucoup de fastes et de cérémonies. Les membres de la noblesse polonaise agirent comme parrains et les Juifs nouvellement baptisés prirent leur nom de famille. Un certain nombre d'entre eux accédèrent ainsi à la noblesse polonaise. Jacob Frank lui-même eut pour parrain le roi Auguste III et devint catholique en présence de la famille royale et des dignitaires de la cour en novembre 1759,
moins de 100 ans après l'apostasie de Sabbatai Tsevi, et moins de 100 ans avant la naissance de Sigmund Freud. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi je vous raconte cela. Donc je comprends que quelqu'un qui envisage de devenir catholique, comme c'était mon cas, apprend cela et se dit « Wow, attendez une seconde. J'ai appris davantage sur Jacob Frank. J'ai découvert qu'il croyait qu'il fallait pratiquer l'inceste comme un sacrement. Il pensait qu'ils devaient essentiellement continuer à se marier entre eux et qu'ils finiraient par obtenir le pouvoir. Il croyait au culte du militaire. Essentiellement, comme je l'ai dit, en s'enfonçant toujours plus dans le péché, le plus grand péché que l'on puisse commettre, parce qu'il disait « Je vous entraînerai dans les profondeurs », serait cet acte de pédophilie lors de ces rituels qu'il pratiquait. J'ai appris qu'il était entré dans l'Église catholique, donc je ne vais pas m'arrêter à ce livre. Je dois tout apprendre sur ce type, n'est-ce pas? Parce que, qu'est-ce qui se passe ici? Et plus j'en apprenais sur lui, plus j'étais absolument stupéfait d'apprendre qu'il pratiquait aussi l'apostasie. Ils croyaient donc que la façon de vaincre leurs ennemis était de se convertir à leur foi. Si tu voulais abattre le christianisme, tu devais devenir chrétien. Et ensuite, de l'intérieur, tu pouvais détruire l'Église. Réfléchis à ce qu'était le monde à cette époque. Les empires étaient chrétiens à cette époque. Et ils l'ont fait, ses disciples l'ont fait. Ils se sont convertis en masse à plusieurs reprises. Nous apprenons ensuite que Frank est un converti. Plus tôt, dans cet épisode précédent, il devient musulman. Les sabbatéens sont devenus musulmans. Donc il y a ça, mais ils font tous partie de la même famille, ce qui est fou. Et donc, en essayant d'en apprendre plus sur Jacob Frank, j'achète tous ses livres et je me demande, est-ce que cette secte existe encore aujourd'hui? Est-ce vraiment terminé? Parce que soudainement, j'en parle dans un podcast et toutes ces organisations se mettent à crier sur moi en disant « c'est une secte marginale, c'est fini. Ça n'existe plus. C'est sans importance. » Oh, mais ils ont menti. Bien sûr qu'ils ont menti. Si c'était vraiment une secte marginale et que tout était fini, pourquoi ça t'importe si on en parle? Pourquoi s'inquiéter pour quelque chose qui est terminé? Tu vois? Oh, ça n'a pas d'importance. C'est sans importance. Et laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert tout de suite. Non seulement cette secte n'était pas terminée, mais en plus elle est arrivée ici, aux États-Unis. Et on a, en quelque sorte, élu un juge à la Cour suprême qui croyait à ça, comme ça. Louis Brandeis venait d'une famille de franquistes. Voyez-vous, Jacob Frank a eu des relations sexuelles avec sa fille. Il croyait à l'inceste. Il croyait à la reproduction. Il fallait constamment avoir plein d'enfants. Et elle est devenue, parce qu'ils essayaient en quelque sorte de renverser la tradition catholique, une sorte de mari impie. Je sais que j'ai l'impression de blasphémer rien qu'en disant ça, mais c'est la réalité de ce en quoi ces gens croyaient. Et je vous montre simplement cet article qui dit explicitement que nous savons. Peux-tu afficher cet article JSTOR, Skylar, juste pour qu'on puisse le voir ici? Oui, voici Ava Frank, la première messie juive féminine. Je veux vous montrer cette dernière phrase ici. C'est fou! Ça nous dit à la toute fin de ce paragraphe, voilà, donc on n'a même pas besoin de l'acheter. Voilà, c'est ça. Donc il est écrit, nous savons que le juge de la Cour suprême des États-Unis, Louis Brandeis, avait un tel portrait parlant d'Ava Frank qui lui avait été offert par sa mère, issue d'une lignée éminente de juifs qui continuaient à vénérer Ava Frank, et je me suis renseignée et elle a perpétué l'œuvre de son père. Son père est devenu baron. Jacob Frank est devenu baron, comme le baron Frank, qui possédait un château à Offenbach, en Allemagne, où se déroulaient ces rituels. Et l'une des choses auxquelles il s'intéressait était la chimie, en commençant par la pharmacie, n'est-ce pas? Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, Ava Frank, avant de mourir, a écrit ses lettres rouges et a dit à tous ses disciples, comme « Si vous croyez en ce culte franquiste, alors vous devez apostasier à nouveau, comme vous convertir à différentes confessions protestantes, confessions chrétiennes, et vous cacher. » On appelait cela les lettres rouges qu'elle envoyait à tous ses fidèles disciples. Mais vous n'allez jamais deviner, vous les Français qui regardez ceci, parce que partout où je regarde, je commence à essayer de suivre ce mouvement franquiste. Où est-il? Ces tentacules sont partout. Ensuite, j'achète un livre de Gershom Shalom, cet historien israélien. Et ce livre s'appelle « De franquisme au jacobinisme ». Ah, tu parles des Jacobins, comme la Révolution française qui a été lancée.
Et voilà que j'apprends que l'une des personnes qui a financé ce mouvement de manière très importante. Et vous avez peut-être entendu son nom, Junius Frey. C'était son nom français parce que, dans le cadre de ce mouvement, il croyait, encore une fois, à l'apostasie, à l'adoption d'une autre identité. C'est comme du théâtre. Deviens quelqu'un d'autre, sois convaincant dans ton rôle, et nous prendrons le contrôle du monde. Et Junius Frey, en réalité, son vrai nom à la naissance était Moses de Brusca. Il était le cousin de Jacob Frank, il a appris le français, il est descendu à Strasbourg et a commencé à financer des personnes qui louaient une maison, en fait, et à financer des gens, à écrire, à publier sur cette révolution qui devait avoir lieu, à encourager l'esprit révolutionnaire. Peux-tu ouvrir la page Wikipédia de Moses Dabrusca? Parce que c'est vraiment, véritablement incroyable. On y apprend que Moses Dabrusca, alias Junius Frey, était écrivain, poète et révolutionnaire. Il s'est converti du judaïsme à la foi catholique. Il a d'abord pris le nom de Franz Thomas Schoenfeld, donc il a apostasié une première fois et devenu Franz Thomas Schoenfeld, puis il l'a refait après avoir été élevé à la noblesse à Vienne. Beaucoup d'entre eux étaient à Vienne. Ce livre le montre assez clairement. Il est alors devenu Franz Thomas Edler von Schoenfeld. Puis il est devenu Junius Frey. On peut voir qu'en 1792, dans le sillage de la Révolution française, il s'est rendu de Strasbourg à Paris et est devenu un jacobin, changeant une fois de plus de nom pour Junius Frey. Ce nouveau nom vient de Junius, de la famille romaine Juni, qui a donné naissance au célèbre tyrannicide Brutus. Je vous le dis, quand vous commencez à creuser tout ça et que vous réalisez que ces gens avaient un plan pour renverser des empires et qu'ils se sont simplement convertis. Et du coup, les gens ne savent pas ce qui se passe. Alors, wow, vous êtes dans l'Église catholique. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que ces gens font? Des scandales de pédophilie, qu'est-ce qui se passe? Quel génie! Et en même temps, vous vous mariez juste entre membres de votre propre famille et ils avaient des fidèles dévoués. C'est l'une des choses qui m'a vraiment sidérée parce qu'on sait que ce genre de culture moderne, sursexualisée, chaque fois qu'on en parle avec des universitaires, ils disent « Eh bien, ça a commencé en France, non? La Révolution française était sexuelle. » Et puis, j'ai appris cela et j'ai compris qu'il y a une théologie derrière tout ça, que des gens y croient réellement. Et le fait que vous n'ayez pas le droit d'en parler sans que des journalistes viennent vous attaquer devrait vous inquiéter. Cela veut dire que quelque chose n'est pas mort. C'est ça. Quelque chose n'est pas mort si on ne peut pas en parler. Personne n'en aurait rien à faire. Comme je l'ai dit, si vous parlez de choses étranges qui se sont passées dans l'histoire, c'est juste intéressant. Mais vous avez tous ces écrivains qui essaient de protéger ce petit bout d'histoire. Et nous avons appris que ces gens sont devenus très impliqués dans la sphère publique. Ils savaient qu'ils devaient contrôler les maisons d'édition. Ils ont créé la musique. Il y a tellement d'écrits. Et c'est intéressant quand on se rend compte que cela a traversé jusqu'en Amérique. Lyndon Baines Johnson en était d'ailleurs vraiment, vraiment, vraiment obsédé. Il y a eu quelques trucs bizarres qui sont arrivés en Amérique. On devrait probablement en parler dans mon club de lecture parce que je n'ai pas envie d'être banni pour avoir parlé de ça. Ou quelqu'un m'appelle. J'espère que ce n'est pas la Maison-Blanche. Ce n'est pas le cas. Tout va bien. Et ça a été intéressant. C'est aussi intéressant de constater qu'une grande partie de cette histoire nous est simplement cachée. Et quand je pense à nous, fonçant vers cette destination liée à l'IA, ce qui, à mon avis, est en train de se produire en ce moment est des enfants, beaucoup ne savent même pas lire, n'ont pas la concentration nécessaire pour lire, posent des questions à l'IA et pensent obtenir les vraies réponses. J'imagine un moment où tout cela disparaît d'Internet, où les gens ne peuvent ou ne veulent plus lire de livres, peu importe la raison, et ignorent toute cette histoire. C'est pour ça que j'ai lancé mon club de lecture, parce que j'étais stupéfaite de tout ce qui s'est passé et que j'ignore encore. Et j'ai réalisé à quel point nous donnons du pouvoir au système scolaire, au système public, aux maisons d'édition aussi, pour nous dire ce que nous devons savoir. C'est tout. Ah, la Révolution française? Ne regardez pas au-delà de ça. C'est juste, vous savez, quelques Français un peu turbulents, voilà ce qui s'est passé, et puis c'est tout.
Non, mais tout ça, comme mon mari me l'a dit, quand je lui ai demandé pourquoi il avait choisi de se spécialiser en théologie, pourquoi tu étais autant attiré par la théologie quand tu es allé à l'université. Et il dit, parce que tout est théologie, tout est une question de foi. La foi, c'est ce qui guide les gens, non? Pensez à Sigmund Freud, qui a transformé sa foi en quelque chose de moderne, n'est-ce pas? En te faisant même croire que ce n'est pas une foi, que c'est un mouvement psychanalytique. Oh non, ce n'est pas une foi. C'est ce que ce livre expose au moins très clairement avec beaucoup de preuves. Oui, qu'ils pourraient te baptiser dans leur foi sans même que tu t'en rendes compte. Et nous apprenons à propos de ce genre de mélange du masculin et du féminin, c'est en cela qu'ils croyaient. Et soudain, on lève les yeux et il y a tous ces psychiatres qui nous disent que non, le transgenrisme, c'est tout à fait réel. Je trouve cela intéressant, au moins intriguant, c'est quelque chose dont on peut discuter. C'est intéressant. Très intéressant. Et maintenant, à Paris, nous avons Brigitte Macron. Et au lieu que les publications s'y intéressent, elle le bloque. Ils disent « Oh non, c'est un délire complotiste. Nous n'aurions pas pu produire plus de preuves que quelque chose ne va pas là-bas. » Et ils ne le feront pas. Ils ne veulent même pas regarder. Qu'est-ce que cela te dit? Qui détient le pouvoir? Qui sont ces personnes qui détiennent le pouvoir? Je vais te dire une chose. Ce sont des gens qui comprennent la menace que représente le fait que quelqu'un découvre qu'il pourrait s'agir d'une théologie qui opère à la vue de tous. Et comme je l'ai dit, je crois dans mon club de lecture la semaine dernière, j'ai dit « Sommes-nous les moldus ?» Tu sais, pour utiliser une expression de Harry Potter ici, est-ce que nous sommes les moldus? On nous a fait croire que nous étions athées, n'est-ce pas? Et je reviens un peu à ce « nous » d'autrefois. Comme « Oh, l'athéisme, vos grands-parents étaient fous de croire au Seigneur. » Et « Oh mon Dieu, non, c'est le nouvel âge. Tu es plus intelligent. Tout tourne autour de soi, de ce que tu peux accomplir. Tu es un athée. Il n'existe pas d'athée. Il n'existe pas d'athée. Tu crois en quelque chose. Et si quelqu'un t'a transformé en moldu alors qu'il croit fermement que Dieu est réel parce qu'il a créé toute une doctrine et une philosophie qu'il suit, essayant de nous convaincre qu'ils sont les dieux, n'est-ce pas? Qu'ils peuvent transformer la société en ce qu'ils veulent, nous gardant aveuglés parce que nous ne réalisons pas qu'il s'agit d'un combat spirituel, mais eux le savent et ils se battent pour ton esprit et ils sont en train de gagner. Ouais, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Bref, je t'ai donné beaucoup de choses à réfléchir ici. De toute évidence, partout dans le monde, les gens se réveillent et choisissent la bonté, ou ils choisissent le mal. Et je vais te dire qu'on a presque l'impression que ces événements sont catalysés. Tu vois soudainement des personnes que tu pensais être vraies et honnêtes et tu te rends compte qu'elles mentent, que ce soit un pasteur, une personnalité politique que tu suis ou un journal que tu lis. J'espère que le but de ce podcast, si tu dois retenir une chose de mon podcast, c'est que tu dois constamment examiner à qui tu accordes ton écoute. Et lis ces livres. Instruis-toi. Et une fois que tu es instruit, comme je le dis depuis le début de ma carrière, un esprit éduqué ne peut pas être asservi. Et tu commenceras à examiner tes anciennes formes d'asservissement. Et oui, je pourrais en dire beaucoup, mais je vais garder le reste pour mon club de lecture, parce qu'on lit beaucoup de ces livres dans mon club de lecture. Et on en parlera là-bas. Au fait, si tu veux rejoindre le club de lecture, CandiceHuntins.com. Je vois qu'ils ont mis une petite notification. Donc oui, les discussions deviennent assez animées. Et on relit vraiment tout ça très lentement. Et c'est à la fois incroyable et terrifiant. Bon, les amis, maintenant, je vais vous dire quelque chose avant de passer à vos commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Wow, 77 000 d'entre vous regardent en direct. C'est incroyable. Ça doit être un genre de record ou pas loin. Je veux vous parler rapidement de Nimi Skincare. Le week-end du 4 juillet sera encore meilleur, car Nimi Skincare lance sa plus grande promotion de l'année. Profitez de 15% de réduction sur tout nimiskincare.com, mais seulement pendant ce week-end. Que vous cherchiez des nettoyants, des sérums ou des hydratants, Nimi a tout pour vous faire rayonner de la tête aux pieds. Pour toute commande de 120 $ ou plus, recevez un masque antioxydant Nature Burst offert. Si vous en avez assez de soutenir des marques de beauté qui ne partagent pas vos valeurs, Nimi est la solution. Ils sont américains, détenus par des conservateurs, ancrés dans la foi, la famille et la liberté.
Maman, épouse, souvent sous les projecteurs, je fais confiance à Nimi Skincare pour garder ma peau au top sans compromettre mes valeurs. Leurs produits sont remplis d'ingrédients cliniquement prouvés et tout est fabriqué ici même aux États-Unis. C'est ce qui se passe quand vous soutenez Nimi. Vous choisissez de soutenir vos amis et vos voisins. Vous votez avec votre portefeuille et soutenez l'économie parallèle. Votez avec votre portefeuille. N'attendez pas. Cette promotion se termine bientôt. Rendez-vous sur nimiskincare.com et utilisez le code FREEDOM pour économiser 15% sur votre commande. Je vous rappelle aussi American Financing, car les coûts augmentent partout. L'essence, les courses, les réparations. Si vous êtes propriétaire, vous vous êtes peut-être demandé, dois-je appeler American Financing pour refinancer et rembourser cette dette de carte de crédit? Peut-être avez-vous hésité à cause du taux bas? Ce taux bas ne compte plus si vous vous noyez dans des taux d'intérêt de carte de crédit à 25% ou plus. Personne ne veut expliquer ce calcul, mais cela vous coûte des milliers de dollars. Et voici la vérité, si vous ne faites que le paiement minimum, cette dette va vous suivre pendant des années. C'est pourquoi des gens appellent American Financing aujourd'hui. Ils font économiser en moyenne 800 dollars par mois à leurs clients en utilisant leur capital pour se libérer des dettes de carte de crédit. Faites-le pour votre famille. Aucun frais. Aucune pression. Découvrir combien vous pouvez économiser chaque mois ne coûte rien. Commencez aujourd'hui et vous pourriez reporter 2 paiements. Alors n'attendez plus. Appelez American Financing dès aujourd'hui. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10 ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net/Owens. Au fait, j'ai oublié d'ajouter quelque chose. Il y a un autre point que je veux relier pour vous, juste pour tout mettre sur la table. C'est que le nom de jeune fille de la mère de Jacob Frank est Herzl, orthographié Hirschl. Et j'ai pu établir un lien montrant qu'ils sont apparentés à Theodor Herzl. Et j'ai tout cela dans un dossier quelque part, car cela a été un long travail pour obtenir des livres. Certains livres ne sont plus édités. Et que signifierait-il si Theodor Herzl venait d'une famille franquiste? Je sais qu'il y a des choses très étranges concernant ce qui se passe avec ces filles, et la seule communication, c'est très intéressant, surtout après avoir lu ce livre, c'est que Sigmund Freud et Theodor Herzl ne se connaissaient pas vraiment, mais il s'est manifestement passé quelque chose, et Sigmund Freud lui a envoyé son travail. Vous savez, la psychanalyse, si l'on veut, il lui a envoyé un livre ou une référence ou quoi que ce soit à propos du mouvement psychanalytique. Et il le lui a envoyé pour l'aider à gérer sa fille. Donc j'ai trouvé cela intéressant. Et puis on apprend que ses filles se sont suicidées. Theodor Herzl, on dit « Oh, c'est une vie terrible ». Ses filles étaient simplement, vous savez, confrontées à des problèmes mentaux. Et maintenant que je sais ce que je sais sur Sigmund Freud, à savoir qu'il couvrait la pédophilie et que lorsqu'il a appris qu'un certain nombre de femmes avaient été agressées par leurs parents, il les a ensuite manipulées psychologiquement. C'est en fait pour ça qu'il est célèbre. Il est célèbre pour avoir inventé le gaslighting. C'est vraiment ça, en fait. J'ai des questions sur Theodor Herzl. Vraiment, je vais juste le dire et je ne vais pas l'affirmer comme un fait. Je vais simplement vous inviter à faire vos propres recherches. Et oui, une secte meurtrière. Il croyait, comme tu as appris, ce que croyaient les franquistes. Et c'était une secte militaire. Et franchement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas que, quand je lis leur théologie, ça ressemble trop à ce qu'on retrouve chez des gens qui pensent qu'il faut tuer, comme si un génocide se produisait. Ce serait totalement acceptable parce que ça va faire venir le Messie. Quand on remonte en arrière et qu'on voit d'où ça vient, ça devient vite assez terrifiant. D'accord. C'est tout ce que je vais dire à ce sujet avant de lire certains de vos commentaires. Qui avons-nous en premier? Nous avons Rose. Elle écrit « La Maison-Blanche a du culot d'interférer avec la liberté d'expression et le journalisme. La vérité est toujours importante, peu importe qui cela blesse. » Oui, voilà ce que je vais dire. Et je vais essayer d'être assez équilibré ici. Si vous êtes Trump et que vous essayez vraiment de négocier la fin de cette guerre et que ce type balance ça et que vous n'êtes pas quelqu'un qui écoute des podcasts, comme Trump l'a dit très clairement au téléphone. Il ne savait même pas de quoi il s'agissait, de quoi on parle. Il était là. Qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce qui se passe pour que j'ai ce président en face de moi qui te demande d'arrêter de parler de sa femme? Alors il se dit, OK, oui, je connais Candace. Je vais l'appeler et lui demander d'arrêter d'en parler. C'est ridicule. Je ne comprends pas. Il n'a pas vu la série.
Trump n'a pas regardé la série à venir sur Rachid, donc ce n'était pas consciemment pour censurer la parole. C'était plutôt du genre « tu pourrais te taire un peu pour que je puisse essayer de régler ça ». Encore une fois, c'est moi qui essaye d'être indulgent. Je pense vraiment qu'il était animé de bonnes intentions lorsqu'il a fait cette demande. Je ne pense pas que les personnes autour de lui soient forcément animées par la bonté. Je pense qu'il y avait des gens plus puissants qui voulaient que ce podcast s'arrête et ils pensaient que ce serait une bonne façon d'amener Trump à être d'accord avec ça. Et je pense que c'est beaucoup le cas d'ailleurs pour ce mandat en particulier, comme s'attaquer à la liberté d'expression sur les campus universitaires. Il y a clairement des personnes dans son administration qui seraient ravies d'étouffer la liberté d'expression aussi, et je dirais même de la frapper. Cette administration en particulier a pour but de défendre l'État moderne d'Israël, et je ne suis pas d'accord avec ça. Je me suis exprimée ouvertement contre cela, mais je ne pense pas que Trump ait été motivé par quelque chose de néfaste, et j'ai plutôt de bonnes intuitions et je peux ressentir les choses. Et j'espère avoir raison à ce sujet. Je pense que j'ai raison à ce sujet. Jane Roberts écrit « J'ai appelé cela ma critique Amazon du livre de Poussard. J'ai mentionné que je pense que Trump a communiqué avec Candace au sujet de son enquête. Tu es vraiment au courant parce que les gens dans le chat disaient de juste « Elle est encore enceinte ». Ce qui est vraiment drôle. Dee écrit « Je t'aime, Candace. Je déménage dans ton magnifique état dès demain. S'il te plaît, fais arrêter les reels sur Macron. Leur équipe de relations publiques travaille en heures supplémentaires. » Oui, c'est une autre chose qui s'est produite. Donc, depuis cet appel téléphonique avec Trump, j'ai ensuite appris que le cercle d'Emmanuel Macron, alors je ne sais pas si c'était quelqu'un de l'équipe de Brigitte ou de la sienne, ils ont des équipes séparées, communiquaient avec des agences de gestion de crise à Los Angeles. Et on m'a dit que ces agences de gestion de crise, dont l'une avec laquelle il travaillait et qui m'a donné l'information, essayaient de faire supprimer du contenu sur TikTok. Parce que TikTok, comme je l'ai appris, a des règles très strictes concernant les sujets LGBTQ. Et donc, ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont clairement réussi à faire supprimer toutes nos vidéos. Et depuis mon appel téléphonique avec Trump, nous avons reçu 3 avertissements sur notre compte pendant la nuit. Donc, on a failli être bannis de TikTok. Et cela a été mis en attente pendant 90 jours avant que ces avertissements ne soient retirés. Encore une fois, il s'agissait d'extraits de ma série Becoming Brigitte. Et donc, apparemment, protéger ce genre de mode de vie LGBTQ est plus important que la liberté d'expression sur TikTok. Et ils ont clairement abusé de cela. Je parle des Macron qui en ont abusé lorsqu'ils ont engagé une agence de gestion de crise. Au fait, encore une fois, est-ce que ce que le Canada a dit à propos de sa femme est vrai? Bien sûr que c'est vrai, parce qu'on n'engage pas une agence de gestion de crise basée aux États-Unis pour gérer de la fiction. Qui ferait ça? Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi. Si vous disiez juste « Candace, tu as totalement… » Candace a vécu en tant qu'homme pendant 30 ans. Je dirais « Haha, d'accord. Publie ton livre, fais ce que tu veux parce que c'est insensé. » Il y a tellement de photos de moi enfant, avec ma famille, dans tous les manuels scolaires du lycée, les annuaires du lycée et depuis l'école primaire. C'est tout simplement absurde. Ce n'est pas ainsi qu'ils se comportent. Ils sont menacés. Mélisse. Del Godio écrit « Excellent travail journalistique. J'apprécie que tu n'aies pas renoncé à nos valeurs et à ce qui est important pour toi. Vous gérez cela incroyablement bien. Merci. » Merci. J'apprécie vraiment cela. Et ça a été difficile, tu sais, et je suis vraiment reconnaissante avant tout à mon mari qui est toujours la voix de la raison en toutes circonstances. Mais aussi à Tucker, car je n'ai pas de relation avec Tucker. Je lui envoyais juste un message tous les jours en mode « Hey, qu'est-ce qu'on mange ce midi? » J'avais l'impression qu'il était la bonne personne à qui parler. Et je pense qu'il a eu une approche chrétienne très sensée de la situation. Jessica Summit écrit hors sujet, mais je viens de regarder Surrounded. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La majorité ne vous a même pas laissé parler. C'était une attaque pure et simple. Oui, vous verrez que je suis enceinte de 9 mois. Je trouvais que c'était une idée d'aller débattre du féminisme avec 20 féministes radicales. Et j'en parlerai demain car c'est assez drôle, mais vous avez raison. Je crois que les gens sont tout simplement choqués quand ils voient mon visage. Ils sont là genre « Ah, attaque! » Et donc, ils ne voulaient même pas débattre. Ils voulaient juste balancer quelques vannes de lycée ou je ne sais quoi. Bref, on en reparle demain. Ghosty écrit « La prochaine fois qu'on verra un titre comme ça, Candace va dire qu'elle est encore enceinte. » D'accord, c'est juste. Peut-être que je suis encore enceinte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis catholique maintenant. Je dis juste les choses comme elles sont. C'est entre les mains de Dieu. Et lui, c'est comme s'il disait « Oui, toujours pour moi. Il est là. »
Oui, tu seras encore enceinte. Bref, si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez aller sur le site cannysounds.com et nous soutenir de la manière que vous voulez. Le club de lecture vaut vraiment l'investissement. Rejoignez le club de lecture, il devient vraiment énorme. Ironiquement, ils n'ont pas voulu. Nous avons vu les éditeurs de ce livre et dit « Nous allons le vendre pour vous ». Pour une raison, ils ne veulent pas le réimprimer. C'est intéressant. J'ai reçu des emails disant que la version PDF de ce livre est disponible. Donc, vous pouvez le lire sans même avoir à payer. Ce sera notre prochain livre. Nous lisons encore Hollywood Babylon. Aussi, si vous êtes un nouveau parent et que vous souhaitez entrer dans la conversation sur les vaccins, c'est-à-dire connaître l'histoire des vaccins, qui est elle aussi complètement cachée. Et encore une fois, maintenant que je sais ce que je sais sur Jacob Frank, le baron Frank, alors qu'il vivait à Offenbach en Allemagne, ça me met un peu mal à l'aise. Simplement, la Big Pharma, ça me rebute vraiment. Pour en savoir plus sur les vaccins et la contraception, inscrivez-vous à la série A Shot in the Dark sur notre site et recevez aussi d'autres contenus gratuits. Donc ça vaut vraiment le coup et vous me soutenez par la même occasion. Et évidemment, comme je le dis à chaque épisode, je ne suis financée par personne au Moyen-Orient. Je suis financée par vous qui avez cru en moi quand j'ai décidé de me lancer seule dans cette aventure, alors que j'étais complètement attaquée l'année dernière, simplement parce que je voulais m'informer, en apprendre plus et qu'on me traitait d'idiot. J'adore qu'on me traite d'idiot parce que c'est une invitation à devenir plus intelligent. J'aime devenir plus intelligent et ensuite, je peux partager ce que j'ai appris. Alors continuez à m'appeler Dom. On se retrouve demain.